Quand nous pensons à la formation du Moyen-Âge occidental, la chute de Rome et les invasions barbares nous viennent bien vite à l'esprit. Mais ne manquons-nous pas un élément essentiel se produisant entre la chute de l'Empire romain d'Occident et la naissance de l'Empire franc de Charlemagne pour comprendre la véritable rupture civilisationnelle qui se produisit entre l'Antiquité et l'Europe moderne? Le monde antique, en effet, dont le centre était la mer Méditerranéenne, s'est-il simplement disloqué avec la chute de Rome, ou bien a-t-il fallu une rupture supplémentaire forçant les Européens à refonder leur civilisation plus au nord? Cette seconde idée a nourri la thèse d'Henri Pirenne, que nous verrons aujourd'hui, pour qui la naissance de l'islam fut la rupture fondamentale qui sépara définitivement l'Occident de l'Orient, mais qui força également les Européens à remonter plus au nord et à quitter la mer Méditerranée et à développer une nouvelle forme d'économie et à vivre en vase clos. Sans l'islam, l'Empire franc n'aurait sans doute jamais existé et Charlemagne, sans Mahomet, serait inconcevable. Telle est en substance la thèse d'Henri Pirenne. Henri Pirenne fut un très grand historien et médiéviste belge du début du XXe siècle qui apporta d'importantes contributions à l'histoire de l'Europe, favorisant notamment la compréhension de l'histoire de la Belgique, du développement des villes médiévales en Europe et, ce dont nous allons parler aujourd'hui, des origines du Moyen-Âge. Henri Pirenne, par sa méthode, compte parmi les grands noms de cette école historique qu'on nomme l'école des Annales. Et si j'ai choisi de vous parler de lui aujourd'hui, c'est qu'il est l'auteur d'une thèse particulièrement intéressante et stimulante, apportant selon moi un éclairage fondamental et incontournable sur les origines de notre civilisation. En quelques mots, afin que vous puissiez le situer, Henri Pirenne est né en 1862 à Verviers, en Belgique, et il est mort en 1935 à l'âge de 72 ans. Il a tout d'abord commencé ses études à l'université de Liège, ensuite bénéficiant d'une bourse, il a poursuivi ses études en Allemagne tout d'abord, à Leipzig puis à Berlin où il a assisté notamment au cours de Gustav von Schmoller, qui fut le chef de file de l'école historique allemande. Guillaume Travers, dans notre entretien sur Werner Sombart, a d'ailleurs dit quelques mots de Gustav von Schmoller, je vous y renvoie si cela vous intéresse. Ensuite, Henri Pirenne a poursuivi une autre année académique à Paris cette fois, et à son retour en Belgique, il est d'abord chargé de cours à l'université de Liège et ensuite nommé professeur à l'université de Gand, en Flandre, où il le restera jusqu'en 1930. Alors, parmi ses innombrables travaux, sa colossale, sa monumentale Histoire de Belgique, en 7 volumes, apparaît comme son œuvre majeure. Mais si Henri Pirenne a acquis une grande renommée dépassant les frontières de son pays natal, c'est en particulier pour son ouvrage Mahomet et Charlemagne et pour la thèse qu'il y a développée, suscitant un très grand débat parmi les historiens sur les origines du Moyen-Âge. Un débat qui n'est d'ailleurs toujours pas clos de nos jours. Les historiens discutent encore de la thèse d'Henri Pirenne, certains apportant des arguments en faveur de cette thèse et d'autres des contre-arguments. Personnellement, il me paraît assez pertinent de voir dans la naissance de l'islam la véritable rupture avec le monde antique. Alors, le nom de cet ouvrage, et de cette vidéo par la même occasion, ne doit pas vous induire en erreur. L'ouvrage d'Henri Pirenne est tout sauf une comparaison biographique du prophète de l'islam et de l'empereur des Francs. Henri Pirenne évoque même à peine la personnalité de ces deux grandes figures historiques. Il ne s'agit pas non plus, comme on pourrait le croire, d'une apologie de la civilisation occidentale par rapport à la civilisation islamique. Cela n'entre pas du tout dans les considérations de cet historien.
Le titre évoque bien plutôt ces deux figures historiques comme symbole du développement des deux civilisations, islamique et occidentale, la naissance de l'une provoquant le développement de l'autre. La thèse d'Henri Pirenne, que je vais essayer d'étayer ensuite, est qu'il faut rejeter cette idée simpliste d'un âge des ténèbres européen, causé par la destruction de l'Empire romain d'Occident par les invasions germaniques des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ, et que la véritable rupture serait en fait à rechercher du côté des invasions islamiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, faisant ainsi de la Méditerranée une barrière coupant l'Europe occidentale de l'Orient, ce qui a ainsi permis aux Carolingiens et à Charlemagne surtout de créer une nouvelle forme de gouvernement, proprement occidentale, adaptée à la nouvelle réalité géographique et économique. Une fois que la conquête islamique a proprement consommé le divorce entre l'Orient et l'Occident, l'axe de la vie occidentale a été repoussé vers le nord, produisant une nouvelle forme de gouvernement, l'Empire carolingien, qui a ensuite imprimé progressivement à toute l'Europe une nouvelle physionomie différente de celle qu'elle connaissait durant l'Antiquité. Il s'agit véritablement d'un ouvrage passionnant et touffu, au point qu'il serait difficile d'exposer tous les développements de cet ouvrage dans une seule vidéo. Influencé par l'école historique allemande et en précurseur de l'école des annales, Henri Pirenne s'appuie sur toutes sortes de données qu'il serait fastidieux de vous exposer dans cette vidéo. Je tiens donc à vous exposer les grandes lignes de cet ouvrage ainsi que les conséquences de la thèse d'Henri Pirenne. Mais si ce sujet vous intéresse, je vous invite bien évidemment à lire l'ouvrage de votre côté pour approfondir cette question. L'ouvrage est divisé en deux grandes parties, comme l'est donc cette vidéo, l'Europe occidentale avant l'islam et les Carolingiens. Et la première partie met en évidence le fait que les invasions germaniques ont globalement laissé intacte la Romagna, c'est-à-dire le monde romain comme phénomène culturel, et que les barbares germains se sont, dans une très large mesure, assimilés à cet esprit. Je vais donc commencer par vous exposer ce premier état des lieux historique, avant de voir avec vous quelles furent les conséquences de l'invasion islamique. Commençons donc par la première partie. Si la Romagna, le monde romain, n'a pas été véritablement détruit par les invasions germaniques, selon Henri Pirenne, il faut préciser ce qu'il entend par cette Romagna. Ce qui caractérise avant tout le monde romain, d'un point de vue géographique et socioculturel, c'est qu'il a son centre dans l'espace méditerranéen. De tous les caractères de cette admirable construction humaine que fut l'Empire romain, écrit-il, le plus frappant et aussi le plus essentiel est son caractère méditerranéen. C'est par là que, quoique grec à l'Orient, latin à l'Occident, son unité se communique à l'ensemble des provinces. La mer, dans toute la force du terme, la Mare Nostrum, véhicule des idées, des religions, des marchandises. Les provinces du Nord, Belgique, Bretagne, Germanie, Rhétie, Norique, Pannonie, ne sont que des glacis avancés contre la barbarie. La vie se concentre au bord du Grand Lac. Il est indispensable à l'approvisionnement de Rome en blé d'Afrique. Et il est d'autant plus bienfaisant que la navigation y est absolument en sécurité grâce à la disparition séculaire de la piraterie. Vers lui converge aussi par les routes le mouvement de toutes les provinces. À mesure qu'on s'écarte de la mer, la civilisation se fait plus raréfiée. La dernière grande ville du Nord est Lyon. Trêves ne dut sa grandeur qu'à son rang de capitale momentanée. Toutes les autres villes importantes, Carthage, Alexandrie, Naples, Antioche, sont sur la mer ou près de la mer. C'est cette mer centrale qui assure l'unité du monde romain, qui est ni européen, ni asiatique, ni africain, il est méditerranéen. Pendant longtemps, la sécurité de cet empire, entouré de barbares, fut assurée par la garde des légions aux frontières, au Limès, le long du Sahara, sur l'Euphrate, sur le Danube et sur le Rhin. Mais il ne sera pas question de se fermer indéfiniment aux barbares. La population diminuant,
Les soldats de métier deviennent peu à peu des mercenaires étrangers, et on a besoin des barbares pour les travaux des champs. Ces derniers ne demandent d'ailleurs pas mieux que de se mettre au service de Rome et d'être rémunérés pour cela. Ainsi, l'Empire sur ses frontières se germanise par le sang, mais non pour le reste, car tout ce qui y pénètre se romanise, écrit Henri Pirenne. En effet, ces Germains respectent la civilisation romaine en général, au point qu'ils en adoptent la langue et la religion, à savoir le christianisme, depuis le IVe siècle. Et en se christianisant, et en fréquentant les mêmes églises, ils se fondent progressivement dans la population de l'Empire, et l'armée tout entière sera bientôt composée des barbares. Rien n'animait les Germains contre l'Empire, écrit-il, ni motif religieux, ni haine de race, ni moins encore de considération politique. Au lieu de le haïr, ils l'admiraient. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'y établir et en jouir. Et le roi aspirait aux dignités romaines. Rien de semblable au contraste que devaient présenter plus tard musulmans et chrétiens. Cela peut paraître étrange ou difficile à croire, mais les rois germaniques eux-mêmes ne désiraient pas détruire l'ordre social et politique romain, mais plutôt s'en inspirer, voire en hériter. Pour s'en convaincre, souvenons-nous de ces paroles d'Ataulf, roi des Visigoths au début du 5e siècle, rapportées par Orose. « J'ai d'abord désiré avec ardeur effacer le nom même des Romains et changer l'Empire romain en empire gothique. » La Romagna, comme on dit vulgairement, serait devenue Gothia. Ataulf eut remplacé César Auguste, mais une expérience prolongée m'a appris que la barbarie effrénée des Goths était incompatible avec les lois. Or, sans loi, il n'y a pas d'État, de res publica. J'ai donc pris le parti d'aspirer à la gloire, de restaurer dans son intégrité et d'accroître le nom romain grâce à la force gothique. J'espère passer à la postérité comme le restaurateur de Rome, puisqu'il m'est impossible de la supplanter. La chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, avec la déposition du dernier empereur, Romulus Augustulus, est pourtant un fait connu de tous, et à partir de ce moment-là, il est vrai qu'il n'y aura plus d'empereur d'Occident jusqu'à Charlemagne. Tout l'Occident est une mosaïque de royaumes barbares, écrit-il, Ostrogoths en Italie, Vandales en Afrique, Suèves en Galice, Visigoths en Espagne et au sud de la Loire, Burgondes dans la vallée du Rhône. Au nord de la Gaule, ce qui restait encore de Romains sous Syagrius est conquis par Clovis en 486, qui écrase les Alamans dans la vallée du Rhin et rejette les Visigoths en Espagne. Enfin, en Bretagne, se sont fixés les Anglo-Saxons. Ainsi, au commencement du VIe siècle, il n'y a plus un pouce de terre en Occident qui obéisse à l'empereur. La catastrophe semble énorme à première vue, si énorme qu'on date la chute de Romulus comme un second acte du monde. À y regarder de plus près, cependant, elle apparaît moins importante. Car s'il n'y a plus d'empereur en Occident, l'empereur romain d'Orient, lui, règne toujours bel et bien de son côté, et son autorité n'a rien perdu en droit en Occident. Théodoric, en Italie, gouverne en son nom, et Clovis, roi des Francs, se fait gloire de recevoir de l'empereur le titre de consul, par exemple. Pas un de ces rois germaniques n'ose prendre le titre d'empereur. Il faudra attendre pour cela Charlemagne. Constantinople reste la capitale de ce grand ensemble. C'est elle que les rois Visigoths, Ostrogoths et Vandales prennent comme arbitre de leur querelle. L'empire subsiste en droit par une sorte de présence mystique. C'est ainsi que survit la Romagna. L'espace du monde romain se réduit certes, notamment au nord, du côté des anglo-saxons ou dans les terres germaniques les plus reculées, mais la Romagna subsiste. Naturellement, Henri Pirenne ne soutient pas que la culture romaine est ici au sommet de sa gloire, elle est évidemment fort atteinte, que ce soit dans les arts, les lettres ou la science, la régression est manifeste. Grégoire de Tours parlait d'ailleurs d'un anéantissement de la culture littéraire. Toutefois, si la culture romaine est déclinante, rien ne l'a remplacée, et personne ne proteste contre elle. De même que les États-Unis d'Amérique sont restés un pays anglo-saxon malgré la forte immigration d'autres peuples européens durant son histoire, dit Henri Pirenne, le monde romain est resté romain après l'invasion des peuples germaniques, car ces derniers ne cherchaient pas à remplacer quoi que ce soit. On ne conçoit pas alors qu'il y ait une autre forme de civilisation. Et au milieu de la décadence, la seule force morale qui résiste et qui tient debout, c'est l'Église, l'Église romaine par laquelle l'Empire subsiste encore. L'Église a beau avoir quelques conflits avec les empereurs de Byzance, elle leur reste fidèle.
L'Église parle même le latin, la langue de l'Empire. Elle a modelé son organisation sur lui. Elle en conserve le droit et la culture, et une bonne partie de ses dignitaires se recrutent parmi les anciennes familles sénatoriales. Il n'y aurait donc pas de plus grande erreur que de croire que l'idée de l'Empire romain est disparue après le dépaissement des provinces occidentales par les barbares. Personne ne peut douter que le Basileus, qui règne à Constantinople, n'étende encore son autorité, au moins en droit et en théorie, à tout l'ensemble. Il ne gouverne plus directement, c'est vrai, mais il règne encore, et c'est vers lui que se tournent tous les yeux, tant ceux des rois barbares que ceux de l'Église. L'Empire est une construction providentielle pour l'Église, et elle ne peut se passer de lui. Le pontife romain et la ville de Rome reconnaissent dans l'empereur le seul souverain légitime, et les rois barbares le considèrent comme leur maître. Ils frappent même son effigie sur leurs pièces de monnaie, ils sollicitent et obtiennent de lui titres et faveurs. Malgré la perte de presque toutes les côtes méditerranéennes, Byzance est de taille à tenter la grande entreprise de la reconstitution de l'Empire. Telle sera justement l'ambition de l'empereur Justinien, qui s'efforcera de rétablir l'ordre romain sur tout l'espace méditerranéen. Justinien, né en 482 et mort en 565, fut certainement une des plus grandes figures politiques du monde byzantin. Devenu empereur à Constantinople en 527, Justinien a réalisé un prodigieux effort pour restaurer l'ancienne dignité impériale. Et pour triompher, il avait dû faire face sur tous les fronts. Pendant qu'il combattait en Italie, les Perses étaient entrés en guerre contre lui à l'est. Dans les Balkans, les Slaves avaient dû être refoulés des frontières qu'ils attaquaient. Au milieu de ces incessantes guerres victorieuses, l'Empire, d'autre part, s'adaptait à l'évolution profonde qui transformait la société et les mœurs. De nouveau, la civilisation romaine brilla du plus vif éclat grâce à lui. L'empereur établit ainsi un nouveau code juridique, le code justinien. Et pour matérialiser cette admirable renaissance, Justinien érige à la gloire de Dieu la basilique Sainte-Sophie au milieu de la capitale, qui demeurera la plus grande église de la chrétienté pendant longtemps. À la mort de Justinien, l'Empire est donc presque reconstitué dans sa plénitude, mais il est profondément épuisé. La période qui suit le règne de Justinien, et qui s'étend de 565 à 610, est une des plus éprouvantes de l'histoire byzantine. La guerre sévit à toutes les frontières. Les Perses, les Slaves et les Avares se jettent sur l'Empire, et en 568, les Lombards envahissent l'Italie du Nord. La perte de l'Italie ne signifie pourtant pas la perte de la Méditerranée. L'Afrique, la Sicile, le sud de l'Italie restent romains. Les Lombards, qui sont entrés en Italie, adoptent néanmoins une organisation sociale purement germanique pour commencer. Pour la première fois, sur ces terres romaines historiques, ce sont de purs envahisseurs n'ayant rien d'une armée romaine ni de fédératique qui s'impose. Leur occupation forme un contraste frappant avec celle des Goths de Théodoric. Leurs ducs et leurs rois, élus par l'armée, sont purement germaniques. Leurs coutumes et leurs droits n'ont subi aucune influence romaine. Leur arrivée en Italie rejette vers Byzance la papauté qui ne voit plus d'appui possible que dans l'empereur, écrit Henri Pirenne. Le pape devient sans doute à partir de ce moment, dans la ville ruinée, le vrai gouverneur de Rome, mais il la garde pour l'Empire. Mais si l'invasion lombarde a resserré les liens de la papauté et de l'Empire, elle a aussi renforcé ceux entre les Francs et Byzance. En somme, l'Empire romain d'Orient reste, au début du 7e siècle, malgré ses pertes, la seule puissance mondiale. Et Constantinople, la plus grande ville civilisée du monde méditerranéen. Sa politique et son prestige s'étendent à tous les peuples. L'art byzantin oriental se répand peu à peu vers l'Occident, qui n'a rien à lui opposer. Par les routes maritimes, ses modes et son art se propagent en Italie, en Espagne, en Afrique du Nord et en Gaule même. Toute la civilisation de l'époque se développant autour de la Méditerranée, la domination de celle-ci par la culture byzantine assurait la supériorité de sa culture, et les peuples germains, en tant que tels, ne produisaient pas de réelle culture alternative. Pour résumer l'état des lieux très simplement, tout ce qui vit et fonctionne en cette période est romain. Le régime des personnes et des biens demeure ce qu'il était avant les invasions, et plus encore que l'état social, la vie économique reste inchangée, et Henri Pirenne accumule ici de façon très frappante un grand nombre de données qui vont en ce sens et qu'il m'est impossible de détailler ici. En quelques mots, persistance du grand commerce, importation en Occident des objets de luxe, des produits d'alimentation, du papyrus en provenance de l'Orient, maintien de l'unité monétaire, etc.
Les Germains se sont certainement fait la part belle en arrivant sur cette terre romaine et en supplantant leurs dirigeants, mais leur installation n'amena pas de véritable bouleversement, conclut Henri Pirenne au terme de son analyse. Elle n'entraînait aucun remaniement de terre, elle n'introduisait aucun mode nouveau de culture. Les colons romains restaient fixés au sol où l'impôt les avait attachés. Au lieu de payer à un maître romain, ils payaient un germain. Les esclaves étaient partagés. Quant aux paysans, ils ne durent pas s'apercevoir d'un grand changement. On ne remarque dans aucune des contrées de la Romagna la substitution, si visible en Angleterre, d'un système de culture à un autre. Cet examen historique devrait donc nous faire relativiser cette rupture totale qui est censée avoir produit la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et qui marque, dans notre classification historique scolaire, la fin de l'Antiquité. Il n'y a pas vraiment eu, comme le remarque Henri Pirenne, de bouleversement social à la suite des invasions germaniques. Il n'y en a pas eu non plus dans le domaine intellectuel. Les Germains n'apportaient pas d'idées nouvelles, et dès qu'ils étaient installés, ils s'entouraient de rhéteurs et de clercs rompus à la culture classique romaine, à l'instar de Boès, dont j'ai parlé dans une vidéo privée disponible sur mon site internet. Dans le domaine artistique également, on constate une profonde continuité. L'art, d'après les invasions, atteste une continuation de ce processus d'orientalisation qui, sous l'influence de la Perse, de la Syrie, de l'Égypte, se manifestait de plus en plus dans l'Empire. L'Occident germanique n'échappe pas à cette orientalisation progressive qui se fait sentir d'autant plus que les relations commerciales sont plus actives avec la Syrie, l'Égypte et Constantinople. La conclusion qui s'impose de cette première partie est donc celle-ci. De quelque côté qu'on l'envisage, écrit Henri Pirenne, la période, inaugurée par l'établissement des barbares dans l'Empire, n'a donc rien introduit dans l'histoire d'absolument nouveau. Ce que les Germains ont détruit, c'est le gouvernement impérial in partibus occidentis. Ce n'est pas l'Empire. Eux-mêmes, en s'y installant comme feiderati, le reconnaissent. Loin de vouloir y substituer quelque chose de nouveau, ils s'y logent. Et si leur aménagement entraîne de graves dégradations, ils n'amènent pas un plan nouveau. On pourrait presque dire que le vieux palazzo est maintenant divisé en appartements, mais comme construction, il subsiste. Bref, le caractère essentiel de la Romagna reste méditerranéen. Les pays frontières, demeurés germaniques, et l'Angleterre ne jouent encore aucun rôle. L'erreur est de les avoir pris à cette époque comme point de départ. À considérer les choses comme elles sont, la grande nouveauté de l'époque est donc un fait politique. Une pluralité d'États se substituant en Occident à l'unité de l'État romain. Et cela sans doute est considérable. L'aspect de l'Europe change, mais sa vie ne change pas en son fond. Ces États, que l'on appelle nationaux, ne sont en somme pas nationaux du tout, mais seulement des fragments du grand ensemble auquel ils se sont substitués. En d'autres termes, l'unité méditerranéenne, qui constitue l'essentiel de ce monde antique, se maintient dans toutes ses manifestations. L'hellénisation croissante de l'Orient ne l'empêche pas de continuer à influencer l'Occident par son commerce, son art, les agitations de sa vie religieuse. Dans une certaine mesure, on l'a vu, l'Occident se byzantinise. C'est cela qui explique le mouvement de reconquête de Justinien qui refait presque de la Méditerranée un lac romain. Aucun indice au 7e siècle n'annonce encore la fin de la communauté de civilisation établie par l'Empire romain, des colonnes d'Hercule à la mer Égée et des côtes de l'Égypte et d'Afrique à celles d'Italie, de Gaule et d'Espagne. Le monde nouveau n'a pas perdu le caractère méditerranéen du monde antique. Au bord de la Méditerranée se concentre et s'alimente tout ce qu'il possède d'activité. Rien n'annonce que l'évolution millénaire doive être brusquement interrompue. Personne ne s'attend à une catastrophe. Si les successeurs immédiats de Justinien ne peuvent continuer son œuvre, ils n'y ont pas renoncé. Ils refusent de faire aucune concession aux Lombards, ils fortifient fébrilement l'Afrique, ils y établissent leur thème comme en Italie, leur politique s'étend aux Francs comme aux Visigoths, leur flotte à la maîtrise de la mer, le pape de Rome voit en eux le souverain. Que s'est-il donc produit pour que s'opéra un tel bouleversement dans l'espace méditerranéen? Cet événement sans précédent, dit Henri Pirenne, fut la naissance et l'expansion de l'islam.
Et il suffit de la comparer aux invasions germaniques pour mesurer son effet sur l'ancien monde romain. Quand les Germains eurent franchi les anciennes limes de l'Empire, comme nous l'avons vu, ils se laissèrent assez rapidement absorber par lui et, dans la mesure du possible, continuèrent sa civilisation. Or, il en alla tout à fait autrement avec les porteurs de l'islam. Au début du 7e siècle donc, Byzance venait de reconquérir son éclat en reprenant tous les territoires que lui avaient brièvement ravis les Perses sassanides à l'est, comme la Syrie, la Palestine et l'Égypte. La Sainte Croix, écrit Henri Pirenne, jadis enlevée, était ramenée triomphalement par le vainqueur à Constantinople. Le souverain de l'Inde envoyait à Héraclius, l'empereur romain de l'époque, ses félicitations, et le roi des Francs, Dagobert, concluait avec lui une paix perpétuelle. On devait s'attendre après cela à voir Héraclius reprendre en Occident la politique de Justinien. Les Lombards occupaient certes une partie de l'Italie, et les Visigoths en 624 avaient repris à Byzance ses derniers postes en Espagne, mais qu'était cela comparé au formidable redressement qui venait de s'accomplir en Orient? La guerre contre la Perse avait cependant dû épuiser l'Empire plus que de raison, et quand l'attaque vint des Arabes, il fut complètement désarmé. La conquête arabe, qui se déclenche à la fois sur l'Europe et sur l'Asie, est sans précédent. Sa rapidité peut se comparer à celle des Huns ou des Mongols, à la différence toutefois que cette conquête fut infiniment plus durable. C'est par pans entiers que l'Empire s'écroule devant les Arabes. Damas et Jérusalem tombent, cependant que vers l'Asie, les Arabes conquièrent la Mésopotamie et la Perse. Puis l'Égypte est attaquée à son tour, et peu après la mort d'Héraclius en 641, Alexandrie est prise, et bientôt tout le pays est occupé. L'expansion ne s'arrête pas pour autant, et les possessions byzantines de l'Afrique du Nord sont bien vite submergées. La débandade aussi rapide de l'Empire s'explique sans doute principalement par l'imprévu, par la fatigue et le désarroi des armées byzantines désorganisées et surprises par la nouvelle manière de combattre des Arabes, par le mécontentement religieux aussi qui régnait dans ces provinces impériales, soit de la part des monophysites et des nestoriens de Syrie, soit des coptes d'Égypte à qui l'Empire ne voulait faire aucune concession. Mais toutes ces raisons sont insuffisantes à expliquer un triomphe aussi total, écrit Henri Pirenne. L'immensité des résultats acquis est hors de proportion avec l'importance du conquérant. La grande question qui se pose ici, dit-il, est de savoir pourquoi les Arabes, qui n'étaient certainement pas plus nombreux que les Germains, n'ont pas été absorbés comme eux par les populations de ces régions de civilisation supérieure dont ils se sont emparés. Tout est là. Il n'est qu'une réponse, et elle est d'ordre moral. Tandis que les Germains n'ont rien à opposer au christianisme de l'Empire, les Arabes sont exaltés par une foi nouvelle. C'est ce qui les rendit inassimilables, ajoute Henri Pirenne. La différence, continue-t-il, est que partout où ils sont, ils dominent. Les vaincus sont leurs sujets, paient seuls l'impôt, sont hors de la communauté des croyants. La barrière est infranchissable. Aucune fusion ne peut se faire entre les populations conquises et les musulmans. Quel contraste formidable avec un Théodoric qui se met au service de ses vaincus et cherche à s'assimiler à eux. Chez les Germains, le vainqueur ira au vaincu spontanément. Chez les Arabes, c'est le contraire, c'est le vaincu qui ira au vainqueur, et il n'y pourra aller qu'en servant comme lui Allah, en lisant comme lui le Coran, donc en apprenant la langue qui est la langue sainte en même temps que la langue maîtresse. Alors que le Germain se romanisait quand il entrait dans la Romagna, le Romain, lui, s'arabise dès qu'il est conquis par l'islam. Toute l'ambiance n'en a pas moins été profondément transformée. Il y a eu coupure, rupture nette avec le passé, écrit Henri Pirenne. Le nouveau maître ne permet plus que dans le rayon où il domine, aucune influence puisse échapper au contrôle d'Allah. Son droit tiré du Coran se substitue au droit romain, sa langue au grec et au latin. Là où Rome avait répandu sa civilisation sur tout le pourtour méditerranéen, l'islam, lui, introduit un nouveau monde sur ses rivages. Une déchirure s'opère et qui durera jusqu'à nos jours. Au bord du Mare Nostrum s'étendent désormais deux civilisations différentes et hostiles. La mer qui avait été jusque-là le centre de la chrétienté en devient la frontière, l'unité méditerranéenne est brisée, écrit-il. Telle sera d'ailleurs la raison pour laquelle Dante Alighieri, quelques siècles plus tard, placera le prophète de l'islam dans son enfer, dans la Divine Comédie. Dans le chant 28, Mahomet est en effet décrit
comme résidant pour l'éternité dans le 8e siècle de l'enfer, là où résident les schismatiques et ceux qui ont divisé les hommes. Or Mahomet, pour Dante, a commis le suprême péché d'avoir durablement brisé l'ancienne unité de la Méditerranée, l'unité romaine d'abord, puis catholique. Quand Dante le rencontre dans l'enfer, voici comment Mahomet s'adresse à lui. « Vois donc comme est traité Mahomet. Ali pleure et marche devant moi, la tête fendue jusqu'au menton. Avec nous marchent des pleurs les sectaires et séminateurs de scandale. Comme ils ont divisé le monde, ils vont ainsi tronquer et misérablement découper. Car un ange est là-bas qui nous attend et nous passe tour à tour au tranchant de son glaive. Et quand nous avons parcouru le cercle de douleur, il rouvre encore nos blessures qui se renferment sans cesse. » Avec la conquête de l'Espagne, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la Méditerranée devient de facto un lac musulman. Les Francs, qui ne possèdent pas de flotte, ne peuvent rien pour l'empêcher. L'ancienne mer romaine est devenue la limite entre l'islam et la chrétienté. Du même coup, l'Orient a été séparé de l'Occident. Le lien qu'avait laissé subsister l'invasion germanique est coupé, écrit Henri Pirenne. Byzance n'est plus maintenant que le centre d'un empire grec pour lequel ne subsiste plus aucune possibilité d'une politique justinienne. Il en est réduit à défendre ses dernières possessions. Les postes les plus occidentaux en sont Naples, Venise, Gaète, Amalfi. La flotte permet encore de conserver le contact avec eux, empêchant ainsi la Méditerranée orientale de devenir un lac musulman. Mais la Méditerranée occidentale n'est plus que cela. Elle, qui avait été la grande voie de communication, est aujourd'hui une infranchissable barrière. L'islam a rompu l'unité méditerranéenne que les invasions germaniques avaient laissé subsister. C'est là le fait le plus essentiel qui se soit passé dans l'histoire européenne depuis les guerres puniques. C'est là la fin de la tradition antique, c'est le commencement du Moyen-Âge. Alors que le cœur de la vie culturelle et économique s'était déroulé pendant des siècles, voire des millénaires, autour de la Méditerranée, à travers les échanges entre l'Orient et l'Occident, ces derniers sont brutalement interrompus par les conquêtes islamiques. Comme le dit l'historien Ibn Khaldoun, les chrétiens ne peuvent plus faire flotter une planche sur la mer. La mer est désormais livrée aux pirates sarrasins qui, au IXe siècle, s'emparent des îles, détruisent les ports, font des razzias partout. Le vide se fait même dans le grand port de Marseille, qui avait été jadis la principale étape de l'Orient avec le Levant. L'ancienne unité économique de la Méditerranée est brisée, et elle le restera jusqu'à l'époque des croisades. Or, ce fait est loin d'être anodin pour Henri Pirenne, qui y voit l'un des bouleversements majeurs ayant conduit à la formation de la civilisation occidentale moderne, héritière en bonne partie de la civilisation antique, quoique différente. Là où la civilisation gréco-romaine antique s'était formée sur la mer, au sud, la civilisation européenne, avec les Carolingiens, devra se former plus au nord, en terre principalement. Ainsi qu'il l'écrit, l'empire carolingien présente le contraste le plus frappant avec le byzantin. Il est purement terrien, parce qu'il est embouteillé. Les territoires méditerranéens, jadis les plus vivants de ces pays, et qui entretenaient la vie de l'ensemble, sont aujourd'hui les plus pauvres, les plus déserts, les plus menacés. Pour la première fois dans l'histoire, l'axe de la civilisation occidentale a été repoussé vers le nord. Durant de nombreux siècles, il se maintiendra entre la Seine et le Rhin. Et les peuples germaniques, qui n'ont joué jusqu'ici que le rôle négatif de destructeurs, vont être appelés à jouer maintenant un rôle positif dans la reconstruction de la civilisation européenne. Avec les Carolingiens, en effet, c'est une nouvelle orientation définitive que prendra l'Europe. Jusqu'à eux, l'Europe avait continué à vivre de la vie de l'Antiquité, je l'ai déjà dit, mais l'islam a bouleversé toutes les conditions traditionnelles. Les Carolingiens se trouveront ainsi dans une situation qu'ils n'ont pas faite, mais dont ils tireront un parti qui ouvrira une époque nouvelle. À la différence de Clovis et de ses successeurs, Charlemagne ne se soumet pas à l'empereur d'Orient, et quand il est sacré empereur lui-même par le pape, le 25 décembre de l'an 800, il ne devient pas un empereur, mais l'empereur, le seul en dignité et en droit. Or, s'il a reçu son titre du pape à Rome, le centre de son pouvoir ne résidera pas dans la ville éternelle, mais dans le nord de l'Europe, à Aix-la-Chapelle. Et même si Charlemagne soumettra l'Italie à son autorité, son empire ne deviendra pas une puissance méditerranéenne pour autant. L'établissement de son empire témoigne donc du bouleversement sans précédent que connut l'ordre antique et méditerranéen qui avait prévalu durant tant de siècles.
L'empire de Charlemagne est le point d'aboutissement de la rupture de l'équilibre européen causée par l'islam. C'est pourquoi Henri Pirenne avait formulé ainsi sa thèse: il est donc rigoureusement vrai de dire que sans Mahomet, Charlemagne est inconcevable. La décadence des Mérovingiens et la montée en puissance des Carolingiens traduisent cette rupture de l'ordre du monde. Alors que les Mérovingiens étaient les dirigeants d'un royaume germanique, s'inscrivant encore en marge de l'ancien monde méditerranéen, les Carolingiens, eux, sont les premiers dirigeants porteurs d'une nouvelle civilisation. Tout d'abord avec Charles Martel, qui mit fin en 732 lors de la fameuse bataille de Poitiers à l'invasion arabe en Occident, et ensuite avec Charlemagne, son petit-fils, qui édifiera l'Empire. Après une longue période de flottement, entre le 5e et le 8e siècle, la division de la Méditerranée déplace l'axe du monde. Le germanisme commence son rôle, écrit Henri Pirenne. Jusqu'ici, la tradition romaine s'était continuée. Une civilisation romano-germanique originale va maintenant se développer. L'empire carolingien, ou plutôt l'empire de Charlemagne, est le cadre du Moyen-Âge. L'État sur lequel il est basé est extrêmement faible et croulera, mais l'empire subsistera comme unité supérieure de la chrétienté occidentale. Ce changement de l'ordre du monde se marquera par de nombreux facteurs socio-économiques considérables, comme une économie toute nouvelle caractérisée par une régression commerciale et une multiplication des petits marchés, tandis que la monnaie d'or tend à disparaître. Henri Pirenne examine ces bouleversements, ces changements et ces réformes en long et en large dans son ouvrage, mais il m'est impossible d'en faire l'exposé exhaustif ici. Si cela vous intéresse, je vous recommande vraiment de lire le livre pour approfondir la question. Politiquement aussi, les changements sont colossaux. Loin de voir une continuité entre les Mérovingiens et les Carolingiens, Henri Pirenne voit au contraire que les deux dynasties s'opposent essentiellement tant dans leur rapport au pouvoir qu'à la religion. Cette dernière dimension est particulièrement frappante. Les rapports avec l'Église se modifient complètement avec les Carolingiens. L'État mérovingien, comme l'Empire romain, était laïque. Le roi mérovingien est Rex Francorum, le roi des Francs, simplement. Le roi carolingien, lui, est Dei Gratia Rex Francorum, le roi des Francs par la grâce de Dieu. Et cette petite addition est l'indice d'une transformation profonde. Le sacre, nouveauté introduite sous Pépin, fait du roi en quelque sorte un personnage sacerdotal, écrit-il. Le mérovingien était lui tout laïque, le carolingien ne ceint la couronne qu'avec l'intervention de l'Église. Et le roi, par le sacre, entre en elle. Il a maintenant un idéal religieux, et à son pouvoir, il y a des limitations, celles que lui impose la morale chrétienne. On ne voit plus les rois se permettre ces assassinats arbitraires et les débordements du pouvoir personnel qui sont choses courantes à l'époque mérovingienne. On entre aussi dans la période féodale, et la conception même du pouvoir royal est très différente. L'État mérovingien avait simplement transposé l'ancien absolutisme impérial romain dans ses mains, faisant en sorte que toute la puissance de l'État était concentrée dans le roi, tout ce qui lui appartenait était sacré, il pouvait s'élever au-dessus des lois sans que personne ne le contredise, il pouvait faire crever les yeux de ses ennemis et confisquer les propriétés sous prétexte de lèse-majesté, il n'a rien ni personne à ménager. Toute l'administration mérovingienne conservait aussi, tant bien que mal, le caractère bureaucratique de l'administration romaine. Avec les Carolingiens, le pouvoir change de nature. Les comtes et les seigneurs se rendent plus indépendants. Le royaume perd son caractère administratif pour se transformer en un bloc de principautés indépendantes, rattaché au roi par une vassalité que celui-ci ne peut plus faire respecter. Le pouvoir royal s'est éparpillé entre les mains de ses détenteurs. Culturellement aussi, les changements sont considérables. D'un point de vue linguistique tout d'abord, l'expansion de l'islam a provoqué de profonds bouleversements. En Afrique, le latin disparaît devant l'arabe. En Espagne, il se conserve tant bien que mal, mais il n'a plus de base, plus d'écoles, plus de monastères, plus de clergé instruit. Les vaincus ne se servent plus que d'un patois roman qui ne s'écrit pas. Ainsi, le latin qui s'était si bien conservé dans la péninsule jusqu'à la veille de la conquête islamique disparaît, et ainsi se développe peu à peu ce qui deviendra l'espagnol. Le latin se conserve mieux en Italie, mais on remarque de grandes perturbations chez les Francs en Gaule. Le latin mérovingien était relativement correct et les influences germaniques qu'il avait subies étaient insignifiantes. Ceux qui le parlaient pouvaient comprendre et se faire comprendre partout dans la Romagna.
Le latin était enseigné dans les écoles du pays et c'était la langue dont on se servait pour communiquer, à l'oral comme à l'écrit. Elle devait cependant disparaître peu à peu après les grandes perturbations du 8e siècle. La langue s'abattardit de plus en plus dans les régions du royaume, au profit de différents patois romans. Le latin cesse d'être une langue vivante après l'an 800 environ, et cède la place aux idiomes rustiques d'où dériveront les langues nationales. Il devient ce qu'il sera pendant des siècles, à savoir une langue savante, réservée aux clercs. Culturellement, Charlemagne se consacrera aussi à une œuvre de renaissance littéraire en même temps qu'à la restauration de l'Église. Alcuin, l'homme le plus savant de son temps selon Eginhard, sera le principal artisan de cette dite renaissance carolingienne. Cette renaissance sera loin d'être anecdotique, ainsi, écrit Henri Pirenne, par le plus curieux renversement des choses, et qui est la confirmation la plus éclatante de la brisure provoquée par l'islam, c'est le Nord qui, en Europe, s'est substitué au Sud, aussi bien comme centre littéraire que comme centre politique. C'est lui qui va projeter maintenant autour de lui la culture qu'il a reçue de la Méditerranée. La culture, qui s'épanouissait jusque-là dans les régions de la Méditerranée, a émigré vers le Nord. C'est là que s'élaborera la civilisation du Moyen-Âge. Il est frappant d'ailleurs de constater que la majorité des écrivains de l'époque sont originaires des régions irlandaises, anglo-saxonnes ou franques, situées au nord de la Seine. La Germanie convertie prend donc tout à coup une part essentielle à la civilisation à laquelle elle était restée jusque-là étrangère. La culture avait été jusqu'ici toute romaine, elle devient romano-germanique, mais se localise à vrai dire dans le sein de l'Église. Cependant, il est évident qu'il s'opère inconsciemment en Europe une orientation nouvelle à laquelle le germanisme collabore. À partir de ce moment-là, il existe une communauté de civilisation dont l'empire carolingien est le symbole et l'instrument, remarque Henri Pirenne. Car si l'élément germanique est très important, c'est un élément germanique romanisé par l'Église. La culture, qui sera celle du Moyen-Âge primitif jusqu'à la seconde Renaissance du XIIe siècle, sera encore très fortement marquée de l'empreinte carolingienne. Après cette époque, l'unité politique disparaîtra plus profondément, mais il subsistera une unité internationale de culture en Europe. L'Occident, pour citer une dernière fois Henri Pirenne, est embouteillé et forcé de vivre sur lui-même en vase clos. Pour la première fois depuis toujours, l'axe de la vie historique est repoussé de la Méditerranée vers le nord. La décadence, où tombe à la suite de cela le royaume mérovingien, fait apparaître une nouvelle dynastie, originaire des régions germaniques du nord, la carolingienne. Le pape s'allie à elle, rompant avec l'empereur, qui, absorbé par la lutte contre les musulmans, ne peut plus le défendre. Ainsi, l'Église s'allie au nouveau cours des choses. Dans Rome, le nouvel empire qu'elle fonde, il n'y a plus qu'elle, et son emprise est d'autant plus grande que l'État, incapable de conserver son administration, se laisse absorber par la féodalité, suite fatale de la régression économique. Toutes les conséquences de ceci apparaissent éclatantes après Charlemagne. Avec des nuances différentes suivant les régions, l'Europe, dominée par l'Église et la féodalité, prend alors une physionomie nouvelle. Le Moyen-Âge, pour conserver la locution traditionnelle, commence. La transition a été longue, on peut dire qu'elle occupe tout le siècle, qui va de 650 à 750. C'est pendant cette période d'anarchie que la tradition antique se perd et que les éléments nouveaux prennent le dessus. L'évolution s'achève en 800 par la constitution du Nouvel Empire qui consacre la rupture de l'Occident et de l'Orient par cela même qu'il donne à l'Occident un nouvel empire romain. C'est la preuve évidente qu'il a rompu avec l'Ancien qui se continue à Constantinople. C'est ainsi que s'achève l'ouvrage d'Henri Pirenne et j'espère avoir su vous exposer assez clairement sa grande thèse. Il s'agit d'une thèse qui a fait avancer la recherche historique et qui est encore débattue aujourd'hui, certains historiens la reprenant à leur compte, d'autres la reprenant tout en y apportant quelques nuances, d'autres encore lui opposent une autre interprétation de l'histoire. Tout cela fait partie de la recherche historique et je n'ai naturellement pas la prétention de trancher entre tous ces débats. Personnellement en tout cas, je trouve que cette interprétation de l'histoire et que cette analyse de la naissance de la culture de l'Europe moderne est extrêmement convaincante. Et si j'ai voulu vous exposer cette thèse aujourd'hui, c'est pour rappeler que le mythe carolingien fut au fondement de notre civilisation. Le mythe carolingien comme unité de culture européenne
selon les termes d'Henri Pirenne. Face à la naissance foudroyante de l'islam, l'ancien ordre du monde antique se serait réorganisé plus au nord dans l'espace européen. Et face au réveil de cette même civilisation islamique aujourd'hui, et face à l'ensemble des dangers civilisationnels qui nous menacent, au lieu de cultiver la division et l'esprit de clocher entre nous, n'est-il pas temps, au contraire, de faire à nouveau preuve d'unité entre Européens? Telle est la question que j'aimerais vous adresser pour conclure cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo pour aider au référencement de celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube également pour ne pas manquer la suite des vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que la thèse d'Henri Pirenne vous a inspiré comme réflexion. Cela m'intéresse beaucoup. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite bien entendu à lire le livre d'Henri Pirenne et je tiens à vous rassurer, il ne s'agit pas d'une lecture aride et obscure, au contraire, il s'agit d'un livre tout à fait passionnant et même assez agréable à lire. L'ouvrage est, je crois, assez facilement trouvable en librairie. Si la question de l'unité culturelle et politique de l'Europe vous intéresse également, je vous recommande les travaux du professeur David Engels, qui, j'en profite pour le mentionner, est né dans la même ville qu'Henri Pirenne, à Verviers. Je vous recommande tout d'abord l'entretien que j'ai réalisé avec lui sur ma chaîne il y a de cela plusieurs mois maintenant, et certains ouvrages, comme cet ouvrage collectif qu'il a dirigé, intitulé Renovatio Europae, la rénovation de l'Europe, sous-titré Plaidoyer pour un renouveau espérialiste de l'Europe, qui va un peu dans le sens de la question finale que j'ai adressée à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.